Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la situation humanitaire au Niger dressée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Ensuite, nous parlerons du décès samedi 7 janvier de la Saraunia Aljima de Lougou dans le département de Douchi et dans la région de Dosso. Une nouvelle Saraunia nommée Kambari a aussitôt été désignée lundi 9 janvier. L'actualité au front social, c'est aussi la déclaration de l'intersyndicale des travailleurs du Niger rendue publique vendredi à Niamey. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir, Martin. Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant également. Hussein Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. Et Abba Chari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abba Chari Arimi, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 13 janvier par la situation humanitaire au Niger dressée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Dans un rapport publié le 28 décembre, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, rapporte que l'analyse du cadre harmonisé de novembre 2022 indique que 2 millions de personnes sont actuellement en insécurité alimentaire aiguë sévère au Niger en période novembre-décembre 2022 et ce chiffre atteindra 2,9 millions de personnes pendant la période de soudure en 2023 juin-août. Ces chiffres sont les plus élevés depuis la mise en place du cadre harmonisé au Niger en 2012, bien qu'inférieurs à ceux de l'année précédente. Maimouna Diado, aussi l'ampleur et la rapidité de la réponse apportée par le gouvernement nigérien et ses partenaires ont permis d'atténuer la crise alimentaire de 2021-2022. Les perspectives pour l'année 2023 restent inquiétantes, a alerté le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA, ciblé de l'ONU OCHA. Comment cibler et assister ces populations concernées? D'abord, je ne vois pas en quoi ça, en tout cas, la promptitude de l'État a fait en sorte que ces populations qui étaient de 4 millions l'année passée, c'est ça, non? 2021-2022, a pu être pris en charge pour pouvoir diminuer le taux. Parce que là, on parle encore de 2 millions. 2 millions, oui. 2 millions qui sont vraiment touchés par cette insécurité alimentaire, il faut le dire. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé à là? C'est ça, il faut se poser la question. Parce que de 4 millions, si les partenaires ont pu financer pour pouvoir accompagner l'État, pour que l'État puisse prendre en charge ces 4 millions d'individus qui étaient en situation précaire, je me demande, est-ce que si ça a été bien reparti, on allait encore se retrouver avec 2 millions? Il faut se poser la question. Vous voulez dire que les réponses apportées intérieurement n'étaient pas à la hauteur des attentes des populations? Pas à la hauteur des attentes des populations. Parce que, est-ce que ce sont véritablement les populations ciblées qui bénéficient de ces dons-là? Ou bien, est-ce qu'on donne un peu pour ces populations qui sont ciblées et peut-être les dons vont de l'autre côté? Ça, c'est une supposition. De l'autre côté où, quand je dis de l'autre côté, il y a toujours des gens qui sont là pour rafler. Ah. Il y a toujours des personnes qui sont là pour pouvoir manger dans ce qu'on donne à quelqu'un qui se trouve dans le besoin.
Il ne faut pas se cacher la face. Selon vous, l'État et ses partenaires doivent repenser l'aide, la réponse humanitaire. Moi, je me dis que ce n'est pas que l'État et les partenaires doivent faire en sorte, peut-être avec les moyens qu'ils ont, pour pouvoir mettre fin à cette situation. Mettre fin comment? Mettre fin, ça veut dire que quand on cible les personnes, quand vous dites 4 millions, vous savez déjà où se trouvent les 4 millions. Mais mon Dieu, donnez-leur les 4 millions là. Donnez-leur à suffisance ceux qui peuvent les mettre à l'abri. Aujourd'hui, on ne peut pas donner à quelqu'un un sac de riz, un sac de 1000, parce qu'on ne parle même pas de riz ailleurs, un sac de 1000, et vous l'accompagnez avec 0 franc. Ce sac de 1000 là, mais quand il sort... Selon vous donc, les réponses sont insuffisantes? Mokhtar, les réponses sont insuffisantes. Moi, je peux pas concevoir aujourd'hui qu'on soit en fait dans cette logique de tendre la main chaque fois, chaque année. C'est le Niger. Chaque année, quand vous regardez aux chars sortir, c'est les statistiques du Niger. Mais c'est alarmant. Dans un pays où nous avons les ressources minières, aujourd'hui, c'est le président, l'ancien président l'a dit, c'est pas que le Niger est pauvre. Le Niger n'est pas pauvre. Mais c'est ceux qui gouvernent, ceux qui gèrent ce pays, qui ne savent pas comment gérer ce pays. Ah, donc, selon vous, le pays est mal géré? Le pays est mal géré. Ou bien ce sont les ressources qui sont mal gérées? Le pays est même mal géré et les ressources en même temps. Parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas aujourd'hui nous dire que nous avons des ressources suffisantes et que dans d'autres pays qui n'ont même pas les ressources que nous avons, ces pays-là, est-ce qu'on crie à chaque fois qu'il y a la famine là-bas? Non. L'insécurité ne fait pas de quelqu'un la famine. Non. C'est parce que tout simplement, il n'y a pas les moyens. Ça veut dire que tout simplement, c'est l'inégalité que nous sommes en train de gérer dans ce pays. Pendant que d'autres volent dans les caisses de l'État, d'autres... Vous avez la preuve? Non, quand je dis vol de toi aussi, la corruption... Vous n'avez pas de preuves? Je ne dirai pas, mais je sais que ça se passe. Ah. Ça se passe, les journaux en disent, les réseaux sociaux en parlent, et nous savons tout ce qui se passe ici au Niger. Mais je dis, pendant que d'autres sont en train de vider les caisses de l'État, pendant que d'autres sont en train de vendre le minerai, pendant que d'autres sont en train de faire grimper les prix sur le gasoil et autre chose, pendant qu'on veut encore nous faire augmenter le tarif de la communication, il y a d'autres qui ne font que survivre, chercher de quoi survivre et non vivre. Parce que c'est quand tu as les besoins, quand tu as l'argent suffisamment, que tu peux espérer vivre. Mais là, c'est la survie. On parle de la survie de ces individus-là, de ces personnes-là, qui sont plus de 2 millions aujourd'hui. Donc, cessez de nous dire qu'il faut l'aide des partenaires. Le Niger même seul peut en tout cas s'autosuffire pour pouvoir aider ces personnes qui sont dans cette situation. Vous voulez dire que le Niger peut s'en passer de l'aide des partenaires? Est-ce qu'on a besoin de commander? Est-ce que, honnêtement, pour toi, on a besoin de commander? Est-ce que c'est une façon de commander? C'est une façon de commander. Tendre la main, là, c'est pas commander. Et on nous parle que... Mais non, c'est l'État même qui est en train de montrer à ceux qu'ils pensent, ils qualifient de mendiants, comment est-ce qu'il faut faire. Mais c'est ça. Puisque c'est l'État qui montre que aujourd'hui j'ai besoin de telle somme. Il faut d'abord, au lieu de voir dans quelle mesure, quelle stratégie nous pouvons avoir l'argent-là sans passer par l'extérieur. Non, il faut d'abord chercher à dire à l'extérieur, il faut nous venir en aide. Et il y a d'autres ONG qui aujourd'hui sont en train de se frotter la main depuis qu'ils ont entendu près de 2 millions de Nigériens sont en difficulté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend le Niger, je ne sais pas comment, mais on se dit, bon, l'argent va venir de toutes les mille manières. Moi, je suis vraiment dans cette situation. J'ai créé l'ONG, je milite dans ce domaine, ou bien j'ai une association qui milite dans ce domaine. L'État prend sa part, les ONG prennent leur part, et ceux qui sont censés être protégés n'auront même pas un quart de ce qu'on doit leur remettre. Merci beaucoup. C'est le Niger. Maimouna Diado, Abachari Arimi. La situation alimentaire et nutritionnelle reste toujours inquiétante au Niger selon OCHA. Que faut-il faire dans le court, moyen et long terme? Je m'en vais me référer à mon professeur Alpha Gado Boureima. Il y a un bout de temps, il m'a accordé une interview où il me disait que la crise alimentaire au Niger n'est plus, c'est devenu structurel.
ce n'est plus conjoncturel. Ça veut dire que Ce n'est plus, on vit en permanence. C'est récurrent. Voilà. Ce n'est plus une conjoncture, donc ce n'est plus vraiment occasionnel. Donc, si on parle de ça, c'est un spécialiste, hein, c'est un professeur vraiment en crise alimentaire émérite. Et donc, ça veut dire que, bon an, mal an, il y aura des poches et parfois souvent plus de poches, parce que là, on parle de 2 millions de Nigériens qui sont en risque de malnutrition aiguë sévère. Ce n'est même pas de malnutrition simple, n'est-ce pas? Sinon, j'ai vu des chiffres qui vont jusqu'à 8 millions. 8 millions de Nigériens qui risquent la faim en 2023. OK? Et pour le Sahel, j'ai vu que c'est autour de 30 millions. Oui, mais comment expliquer du moment où le gouvernement était sorti pour dire que la campagne agro-silvopastorale 2022 a été largement à la hauteur des attentes? Bon, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils tiennent leurs chiffres, mais c'est des chiffres aussi officiels des humanitaires qui, eux, sont autant que l'État, sont sur le terrain et il n'y a pas lieu de démentir. Et même dans ce lot de 2 millions de Nigériens en malnutrition aiguë sévère, la marge d'enfants qui risquent d'être confrontés à cette catastrophe est encore plus élevée. Plus élevée. Et donc, comment faire? C'est ce qu'on a dit il y a quelque temps sur l'inondation. On sait que ça va venir. Et j'ai cru avoir entendu de la part des sources étatiques que des dispositions, n'est-ce pas, pas étatiques même, c'est sur une radio internationale il y a 2 jours, à l'occasion de, vous savez, le mil a été décrété comme étant l'alimentation de l'année. Et donc, à cette occasion-là, on dit que des stocks sont souvent positionnés dans certains pays, dont le Niger, pour pouvoir faire face. Mais comment? Il y a les humanitaires qui interviennent. Normalement, pour avoir fait un tour chez les humanitaires, je me connais un tout petit peu, il y a une évaluation avant intervention et une évaluation post-intervention, ce qu'ils appellent les PIM, Post-Intervention Monitoring. Ça doit être fait. Et par exemple, puisque chaque année, il y a vente à prix modéré, chaque année, il y a distribution gratuite de vivres ciblés, gratuite. Et donc, avant que la saison ne change, on doit nous dire, voilà tel taux qui a été distribué, voilà où est-ce que ça a été distribué, et voilà quelle catégorie de personnes, et pourquoi ces personnes-là étaient dans cette situation-là. Parce qu'on a une population... tout cela est important. C'est important pour pouvoir cibler, pour pouvoir prévoir ce qui va venir. Vous savez, en réalité, nous sommes en train de vivre des crises, à mon sens, plus graves que ce qu'on a connu dans les années 70, 60, 50. Mais aujourd'hui, la population est partout. Avant, tout un village peut être affecté et les gens quittent. Aujourd'hui, chaque village a déjà ses sinistrés et c'est au niveau du village qu'on essaie de gérer. Et donc, on doit avoir une maîtrise parfaite de cette situation. Mais à moyen terme, on doit être capable de dire que l'année prochaine, voilà le nombre de sinistrés qu'on peut avoir. L'année surprochaine, voilà, on doit avancer dans la prévision. À long terme, ce n'est pas du miracle. On parle au Niger d'autosuffisance alimentaire depuis qu'on n'est pas né. Et aujourd'hui, encore, on en parle. Ça n'a que trop dit. Ça, c'est le b.a.-ba, c'est vraiment les fondamentaux de la vie. On ne peut pas prétendre au développement. Bien sûr, on ne peut pas prétendre au développement tant que c'est vraiment fondamentaux là, on n'arrive pas à les régler. On est au XXIe siècle où on dit que le monde produit plus qu'il n'en faut pour nourrir la population actuelle, mais nous, réellement même, on ne produit pas assez pour donner à manger même à nos 20 millions de Nigériens. C'est quoi le problème? C'est cher. Normalement, c'est la chaîne de solidarité qui marche chez nous. Mais aujourd'hui, le sac de riz de 25 kilos est allé à 17 000. Tant que tu l'achètes à 10 000, à 11 000, à 12 000, tu as encore 5 000 francs à donner à quelqu'un pour le soutenir lui aussi.
Mais ça aussi, cette marge, nous ne l'avons pas. Et je crois que ce qui va rendre cette crise de cette année plus grave, c'est la cherté de la vie. Le coût de la vie. Autrement dit, donc, il n'y a que l'État, vraiment, et les humanitaires. On a souvent honte de le dire, nous aussi, parce que beaucoup de Nigériens ont honte des Nigériens qui m'ont dit déjà, ça nous fait honte. Mais aussi notre État, on sait qu'il n'est pas capable, donc les humanitaires ont un grand rôle à jouer. Le problème de la crise de cette année et des années 2, 3, 4 ans passés, c'est qu'on a 2 zones où l'agriculture même n'est plus pratiquée par nos populations. Merci beaucoup. À Tillabéri, on est à 300 écoles fermées. Ça veut dire que toutes ces populations-là ne sont pas en mesure de s'arrêter pour labourer et cultiver. Merci Arimi. Déjà, on sait qu'il y a des cibles qui sont disponibles. Arimi. Ousseini Sajibo, malgré une campagne agro-silvopastorale adéquate en 2022, l'analyse du cadre harmonisé de novembre dernier démontre que 2,9 millions de personnes pourraient se retrouver en insécurité alimentaire aiguë sévère durant la période de soudure juin-août selon OCHA. Comment faire pour rompre définitivement avec ce cycle d'insécurité alimentaire rapidement? D'abord, je vais répondre, apporter les réponses que Memoun devait te répondre. Ah oui, allez-y. Moi, j'ai des preuves que des gens volent. Pendant que l'écrasante majorité de la population est en train de croupir et de s'enfoncer, impunément, des gens volent. Des preuves. On peut même remplir un cahier avec. Ok, allez-y. Oui. Ensuite, on peut remplir un cahier. Oui, continuez, le temps file. Comment faire? Oui. Moi, je suis surpris. Je suis surpris parce qu'à l'occasion du congrès du PNDS, j'ai suivi l'ancien président Issouf Maman dire qu'on a fini avec la faim. C'est une contradiction alors. Vous n'avez pas suivi. Dans son discours, il a dit grâce à 3 ans là, il n'y a plus faim. On a même décerné des diplômes de témoignage ou c'est quoi? C'est quoi? Témoignage ou? On a même eu un prix. Alors, moi, je suis surpris parce que le cadre harmonisé, c'est un dispositif étatique. C'est l'État qui produit les chiffres. Il fait appel aux partenaires, il produit les chiffres. Voilà, on nous dit, depuis qu'on a mis 3 ans en place, il n'y a plus faim. On nous sort encore cette année, on dit, bon, c'est d'euphémisme 2 millions et quelques. N'est-ce pas? C'est un euphémisme. Ça peut dépasser ce chiffre. Mais comment tourner cette sombre page? Mais attends, on va tourner ça comment? On a mis 3 ans là pendant combien d'années? On dit c'est fini quand on va mettre 3 ans. Mais c'est une question de volonté. Quelles sont les politiques agricoles qui sont mises en œuvre? Voilà une banque où on vient de... Des gens viennent piller. La banque agricole du Niger. Des gens viennent piller allègrement, alors que la vocation de la banque, c'est développer le monde agricole. Alors, comment dans ce contexte, tu me poses la question, comment faire pour mettre fin à ça? Donc, selon vous, il n'y a rien à faire, les gens vont continuer. Mais quand on vient, non, moi je vais dire, il faut mettre fin au discours. Il faut créer les conditions d'une bonne gestion étatique, avec des politiques publiques claires, lisibles. C'est la seule façon, en mettant fin à ces histoires de favoritisme et autres. Tant qu'on ne le ferait pas, on va continuer encore à tendre la main aux Occidentaux. Parce que bon, c'est un fonds de commerce. Cette année, d'année en année, chaque année, ça c'est juste une première salve. 2 millions et quelques. Attendez voir, quand ils vont faire comment on appelle ça, ils vont faire un peu l'évaluation dans quelques temps, on va trouver qu'il faut encore plus que ça. Ça dépasse ce chiffre-là. Alors, Mokhtar, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête et qu'on chasse ce qu'on veut. Le Bénin est à côté. On n'entend jamais le Bénin dire, parce que la saison de pluie n'a pas marché, on a faim. Le Togo est là. Le Burkina Faso, on a les mêmes climats, on a pratiquement les mêmes réalités. Le Mali, est-ce qu'on entend ces pays-là se mettre à chaque année non mais c'est devenu un fonds de commerce. Merci beaucoup. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Kambari, c'est le nom de la toute nouvelle Saraounia désignée lundi pour succéder à la Saraounia Aljima de Lougou, décédée samedi soir.
Pour rappel, Lougou est un village créé par la première Saraounia appelée El Kassa, située dans la commune de Dankassari, département de Dogondouki, dans la région de Dosso. Abachari Arimi, Saraounia signifie reine et désigne le titre donné à la chef politique et religieuse du village de Lougou. Que savez-vous au sujet de cette reine? Mais écoutez, vous savez, presque toute l'Afrique, en tout cas notre zone, c'était une zone matrilinéaire. Les femmes avaient énormément de pouvoir et l'enfant appartient à la famille de sa maman. C'était comme ça. Et vous voyez, la fondation Lougou a été fondée il y a quelques 600 ans au maximum. Et l'islamisation y est arrivée tardivement, parce que c'est avec l'islamisation qu'on peut aussi situer aussi le lignage patrilinéaire. Et donc, comme vous le savez, il y avait des reines là-bas et qui géraient vraiment d'une main de maître, je dirais d'une main de maîtresse, vraiment les communautés. La Saraounia la plus connue, c'est bien sûr la Saraounia Mangou, n'est-ce pas, qui s'est distinguée dans la résistance. C'est l'une des rares femmes, d'ailleurs, chez nous. Contre la colonisation. Contre la colonisation, et dont l'histoire a survécu jusqu'à nous. Donc, c'est vraiment une vieille tradition, une longue tradition. Bien sûr que l'islam a percé dans nos communautés, dans notre pays, mais au moins ce village-là reste, n'est-ce pas, et symboliquement, mes petits-fils mettent en place, dès que l'une décède, on met une autre, on nomme une autre. Dans la pure tradition. Dans la pure tradition Azna, vraiment. Et voilà ce qu'il faut retenir. J'espère que des dispositions seront prises pour que ça soit entretenu, connu des Nigériens, parce que c'est important toujours de savoir d'où est-ce que nous venons. Merci beaucoup, Abachari Arimi. Ousseini Sajibo. Les sources orales racontent qu'elle aurait résisté en 1899 à l'avancée de la colonne d'exploration voulée chanoine, restée tristement célèbre pour avoir mené une des missions les plus meurtrières de la colonisation française en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que les Nigériens doivent savoir ou connaître au sujet de la Saraounia? Bon, mais je crois que y a le vieux décédé, Ablaye Mamani, un écrivain nigérien qui a déjà fait un ouvrage qui a donné quand même une certaine visibilité à cette région-là d'abord et au Niger en général, n'est-ce pas, à travers Saraounia, qui a même été porté à l'écran par un Mokhtanien, je ne sais plus, c'est un Mokhtanien ou Medwondo, voilà, je crois qu'il a été porté à l'écran. Bon, ça dénote de quelque chose. Quand tu dis mission d'exploration, non, c'est une mission de conquête. Il n'y a pas eu, quand les voulait chanoines. De colonisation. Voilà, c'est une mission de colonisation. Il fallait venir poser les jalons, c'était ça un peu. Parce qu'il y a eu des missions d'exploration, les Henri Bact et tout, il faut faire la part des choses. Et quand ils sont venus, il fallait soumettre les Noirs parce qu'il fallait avoir des territoires. Ici, sur le sol, oui, voilà un peu. Et elle s'est affirmée, parce que déjà, elle était, d'après ce que j'ai lu, retenu de la lecture que j'ai eu à faire du livre que j'ai étudié, aussi bien au lycée qu'à l'université, c'est que sa bravoure a dépassé les limites, parce que même quand il fallait combattre, elle était déjà informée de la montée ou de la progression de cette colonne-là. Elle s'informait régulièrement pour savoir à quel niveau et préparer en même temps les combattants pour pouvoir faire la riposte nécessaire. Quand, effectivement, c'est là-bas que la colonne a commencé à être désorganisée. À partir de Lougou. C'est là-bas que la colonne a commencé. La colonne voulait chanoine, parce que oui, il y en a qui sont devenus d'après. Et puis bon, c'est d'après les sources orales, c'est vrai. Parce qu'il y avait beaucoup de fétiches et tout, il y avait beaucoup de magie et tout. Des gens sont venus l'aider du Nigeria, jusqu'au Nigeria, qui sont venus prêter main forte.
ça dénote quand même que ce que les Occidentaux ont voulu, ou du moins les Occidentaux ont voulu, en venant, montrer que nous n'avons pas de culture. Et en cela, moi, je suis très fier que cette culture-là soit perpétuée. En tout cas, cette tradition puisse être perpétuée jusqu'ici. Parce que c'est important. Tout à l'heure, Amy vient de dire quelque chose d'important. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va aller. Quand on essaie de faire tout ce qu'on a, ce qu'on devient acculturer, on n'est ni là où on veut, c'est celui qu'on veut imiter. Alors, à partir de ce moment, bon, c'est quand même une référence aujourd'hui. Quand on parle de Saraounia, vous avez vu, il y a même des télés qui donnent le nom. Il y a plein de choses qui donnent, comment vais-je dire, le nom de cette dame guerrière, cette combattante-là, n'est-ce pas? C'est déjà une bonne chose. Si on devait fermer les yeux pour étouffer tout ça, il n'y a pas que Saraounia, dans d'autres zones aussi du pays, il y a des exemples qui sont là, qui doivent être montrés aux jeunes, aux enfants, qui doivent être valorisés pour que les gens comprennent que on est tous venus de quelque part. Et ce quelque part là, on ne doit pas l'oublier. Okay, merci et beaucoup. Jusqu'ici, les Azna, ils sont dans cette dynamique-là. Parce que malgré tout ça, la pénétration de l'islam et tout, ils continuent à respecter à entretenir quand même leur tradition, leur culture. Voilà, il faut continuer dans la même voie, mais ça ne veut pas dire qu'on dit non à l'islam. Okay. Merci beaucoup, Hussein Issa Djibo. Memouna Diado, Hussein Issa Djibo vient de l'effleurer. Figure célèbre au Niger, la Saraounia a été popularisée par le roman éponyme d'Abdoulaye Mamani, Saraounia, publié en 1980. Écrivain engagé, poète de renom, ce dernier a donné une dimension nationale à une figure auparavant méconnue. Existe-t-il d'autres moyens pour immortaliser des figures emblématiques nigériennes comme la reine Saraounia? Oui, il existe beaucoup. Aujourd'hui, si Abdoulaye Mamani a eu l'ingénieuse idée d'écrire sur la Saraounia Mangou, d'autres aussi pourront faire des documentaires, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est le visuel aussi. Et également, que ça soit un patrimoine culturel, en tout cas, qui peut aussi, pourquoi pas, drainer une foule. Des gens peuvent quitter de leur pays pour venir non seulement rendre visite à cette Saraounia qui actuellement a été installée, et également découvrir l'histoire à travers, bien sûr, cette visite-là. Donc, je me dis, c'est vraiment... Vous voulez dire que l'État doit s'impliquer évidemment, pour que ça soit vraiment quelque chose de culturel, quelque chose que le Niger peut en tirer profit. Parce que ce sont des sites comme ça que les gens ont besoin de visiter. Oui, Abdoulaye Mamani a déjà écrit un roman. Vous voulez, en dehors des documentaires, y a-t-il d'autres moyens? Mais aujourd'hui, les moyens, nous avons à notre moyen les réseaux sociaux aujourd'hui. On peut mettre à contribution ces réseaux sociaux pour faire découvrir, comme je viens de le dire, les figures emblématiques. Il n'y a pas que Saraounia Mangou. Il y a d'autres. Par exemple, quand vous prenez vers Agadez, il y a la Tambara qui était aussi une guerrière forte d'Agadez. Et toutes ces choses peuvent être aujourd'hui illustrées de la plus belle manière par, en tout cas, les canaux de communication que nous avons. Donc, il ne faut pas oublier. Il faut également... pourquoi pas, dans le sens culturel, approcher en fait ces acteurs culturels pour pouvoir réfléchir avec ces acteurs culturels, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir vendre au-delà de notre pays, le Niger, vendre aussi nos cultures. Regardez, faire en sorte qu'aujourd'hui, si on doit se rendre, peut-être dans un pays, si je prends... pour aller découvrir un site qui se trouve vers le Congo, au Zaïre ou quelque chose, pourquoi ne pas faire en sorte que ici au Niger aussi, les gens viennent pour pouvoir connaître l'histoire du Niger en profondeur. C'est très important aussi. Vous voulez dire quelque chose de rapidement? En plus même, le tourisme, on doit créer notre propre tourisme à nous, pour nous-mêmes, pour nos enfants. Il y a des sites, jusque-là on fait du tourisme vraiment de villégiature pour se reposer. Non, on doit créer des centres d'attraction
important pour nos enfants qui doivent connaître notre histoire. D'abord, ils ne le connaissent pas. Nous-mêmes, nous connaissons très peu. Et que seront-ils? Si on doit créer... Aujourd'hui, les pyramides du pharaon, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça date de combien de temps? C'est une attraction et c'est une source de revenus importante, l'un des plus gros contributeurs au budget de l'Égypte. N'est-ce pas? On peut faire de même pour nous. Il y a le point de Saraounia. Je connais un coin, par exemple, non loin de Goudoumaria à Klumport. C'est la première université de tout le pays, sinon de toute la sous-région, et qui date de presque 1000 ans. Que personne n'est allé visiter, on ne sait pas ce que c'est. Et dans toutes les régions, il y a des points comme ça. Vous êtes réalisateur, vous pouvez faire quelque chose. Je peux montrer, mais c'est les moyens qui tournent. Je voudrais juste dire qu'on peut aussi créer un musée culturel historique. Ça veut dire que les sites peuvent être relatés là-bas, en tout cas présentés là-bas, pour que ça soit un musée culturel. Il faut prendre l'exemple du Mali, du Sénégal, tout ça. Ils ont débaptisé des rues pour mettre des noms des héros. Ils ont fait des monuments à la mémoire pour que les gens, quand ils vont venir, ça va rester éternellement. On n'a pas besoin des réseaux sociaux. Vous allez à Bamako, vous allez voir un peu partout. C'est parce qu'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de politique culturelle. Après ce que l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, a désigné comme l'échec des négociations avec le gouvernement entamé en 2012, elle a rendu public à Niamey une déclaration vendredi passé. Ousseini Sajibo, les salaires des fonctionnaires n'ont pas connu d'augmentation depuis plus de 10 ans. Le Niger a le plus bas SMIC de la sous-région selon les termes de la déclaration. Quelle est votre opinion à ce sujet? Mais moi, d'abord, quand on m'a dit que ITN a convoqué une réunion pour une... Moi, j'ai applaudi de demain. J'ai dit, ah bon, il existe encore, ça existe encore des syndicats dans ce pays-là. Bien que ça s'est effrité, il y a l'ITN ne compte que 4 centrales syndicales. Non, je veux dire une chose. Je veux dire, il y a eu une léthargie. Il y a eu pratiquement un silence de cimetière. Et ça a permis à ces gens de faire ce qu'ils ont envie de faire. On a comme eu l'impression pendant toute la décennie qu'il y a une complicité tacite. Parce que entre les syndicalistes et le gouvernement. Et le pouvoir en place. Parce que tout simplement, on ne peut pas comprendre. Augmentation de coûts flambés de la vie. Et tout le monde se tait. Le gouvernement fait à sa tête. Et quand j'ai entendu, il tient une déclaration, j'ai parcouru un peu la déclaration, j'ai dit enfin, ils se sont réveillés peut-être. Ah bon? Maintenant, le défi c'est quoi? Ce n'est pas sortir comme ça de manière sporadique, c'est ça qui a tué l'opposition. Sortir sporadique, faire une déclaration par rapport à un point précis, et puis après c'est l'hibernation pendant 3 mois. N'est-ce pas? Bon, moi je crains que ce ne soit la même chose avec l'ITN. Juste un coup d'éclat, comme ça, et puis aller se coucher pour dire, bon, on vous a donné... Non, il faut qu'on montre que non. Les acteurs sociaux, le président Bazoum a pris des engagements devant tout le monde, créer les conditions. Depuis qu'il a pris, ces engagements-là, parce qu'il a fait des rencontres avec les partenaires sectoriels. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux engagements qu'il a eu à prendre? Qu'est-ce qui a changé? Absolument rien du tout. Les gens sont là couchés, nous sommes déterminés à l'accompagner. Mais le monsieur, il veut qu'on l'accompagne. Vous êtes d'accord. Et de l'autre côté, tout ce qu'il est en train de promettre, il n'y a rien. Il n'y a rien à l'horizon. En même temps, le coût de la vie. Parce que le fonctionnaire, à la base, je vais dire, je ne parle pas de selon le vous, fonctionnaire en bas là. Selon vous, Ousseini Sajibo. Lui, il n'a que peut-être son petit revenu. Pour pouvoir... Ça ne suffit même plus, parce que ça n'a pas connu une augmentation. Ousseini Sajibo, vous ne croyez plus à la sincérité du contenu de cette déclaration de l'UTN? Attends, la vie là, ça s'écoule. C'est comme un fleuve. Un beau jour, ça va finir. N'est-ce pas? Ouais. Quand vous prenez un engagement, son mandat, c'est sur 5 ans, non? Oui. Ou bien, ce n'est pas sur 5 ans. 5 ans. Mais alors, on a pris un engagement et on va venir. Il y a déjà des protocoles qui sont là, parce que j'ai entendu parler des protocoles. 2012. Mais alors, ces protocoles-là n'ont pas connu de solution. Les points n'ont pas connu de solution. Alors, parce que quelqu'un est venu me parler pour me dire, je vais régler. Mais non, s'il n'y a pas de... Non, il faut qu'on se dise, non.
Vous êtes là, vous avez promis de faire, il faut faire. C'est ça le politique. Hein. Parce que quand j'entends souvent des gens dire non, c'est un politicien, non. Non, moi je dis le politicien, celui qui doit, parce que la parole, l'engagement, ce n'est pas des arbres que tu gères. Même l'arbre là, si tu gères un arbre, il faut donner de l'eau. N'est-ce pas? Après, des êtres humains, des populations, et vous venez vous mentir, on dit non, laissez, c'est des menteurs. Mais ils mentent sur la base de quoi? Si vous ne pouvez pas vous laisser tomber. Merci beaucoup, Hussein Issa Jibo, Memouna Diado. La suppression de la contractualisation dans le secteur de l'éducation et de la santé à travers un recrutement progressif à la fonction publique de ces secteurs d'activité, la prime de départ à la retraite des fonctionnaires prévue pour être donnée à compter du 1er janvier 2019. Tels sont entre autres points contenus dans la déclaration de l'ITN. Le gouvernement nigérien a-t-il les moyens pour techniquement satisfaire ces doléances? Tu ris là. Non, mais je ris parce que tu m'as demandé quelque chose de techniquement. Mais techniquement de vous à moi. Est-ce que c'est pas une mauvaise volonté de l'État? Je ne dis pas que techniquement, je ne suis pas avec l'État techniququement, mais je sais que... Non, vous aurez la parole. Vous aurez la parole, Hussein Issa Jibo. Laissez-la s'exprimer, laissez-la finir. Je sais que l'État peut aujourd'hui, si l'État veut bien, l'État en tout cas peut mettre fin à toute cette situation-là. Donc c'est manque d'engagement de l'État, manque de volonté de l'État. Et pour ceux qui recruter tous les contractuels de l'éducation, de la santé. Les contractuels de l'éducation, de la santé, quand on met l'argent de ces contractuels et autres là, ça fait combien pour un député? Ça, je ne sais pas. Il faut que tu saches. Ça fait combien pour le fonds que d'autres conseillers sont en train d'engranger? Mais est-ce que cette comparaison... Non, je fais une comparaison. Je fais une comparaison. Parce que si aujourd'hui l'État peut supporter plus de 1000 conseillers, mais comment est-ce que l'État ne peut pas aujourd'hui... Oui, pourquoi l'État ne peut pas aujourd'hui faire en sorte que parmi les 80 000 contractuels, c'est ça, on peut arriver à mettre fin à cette contractualisation. C'est la volonté seulement que le chef de l'État, avec le gouvernement, ne veulent pas faire. Et on a compris. Donc, selon vous, l'État a les moyens de recruter tous les contractuels? Pourquoi chaque jour, il y a des conseillers qui sont nommés? Tu sais combien le conseiller prend? Chaque jour, dans des institutions, les institutions de l'État, là. Tu sais combien de conseillers il y a là-bas? Est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. Ça veut dire que tu sais, même si tu sais, tu ne peux pas le dire. D'accord. Je ne sais pas. Non, tu sais même. Non, je ne sais pas. Tu es journaliste, je suis journaliste. Je n'ai pas encore fini. Ok, allez-y. Je n'ai pas encore fini. Allez-y, même les gars. Non, c'est pour dire que quand on prend des engagements, je l'ai toujours dit ici, quand on prend des engagements, il faut savoir respecter ces engagements. On ne peut pas aujourd'hui vivre dans un pays où tous les jours, c'est l'État qui a le dernier mot. L'augmentation de carburant, augmentation téléphonique, augmentation sur le prix de ça. Mais écoutez, donc ça veut dire que les Nigériens, ça veut dire que ceux-là qui vous ont mis à la tête où vous êtes aujourd'hui n'ont pas cette possibilité de demander le simple droit, c'est quoi d'augmenter le SMIC? Ça là, on ne peut pas avoir. Ça veut dire que le travail ne peut pas. Parce que c'est pour ça que je dis que le travailleur qui est en train de travailler aujourd'hui ne travaille pas. Ça veut dire que tout simplement, il cherche à survivre et non vivre. Donc c'est différent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le président de la République, là, il doit écouter les centrales syndicales. Est-ce qu'il ne le fait pas? Mais il le fait comment? Je ne sais pas. Depuis 2012. Tu as bien dit depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Bazoum n'était pas là depuis 2012. Mais c'est une continuité. L'État, c'est une continuité. Quand tu trouves quelque chose, tu dois en tout cas mettre l'accent pour terminer avec ça. Et moi, je pense que jusque-là, ça veut dire que l'intersyndical, même que l'autre là... Ousseini vient de dire que c'est le réveil de l'ITN. C'est quand même la deuxième fois que l'ITN, après les augmentations, en tout cas sur le gasoil, on les a entendus sortir. Et je pense qu'un ultimatum de 15 jours a été donné au gouvernement, jusqu'au 15 pour pouvoir, en tout cas, gérer cette situation. Sinon, vraiment, nous, tout ce qu'on veut, c'est que le pauvre citoyen, là,
C'est pour ça que la famille ne finit pas. Merci beaucoup. La famille ne finit pas. Quand on prend 1000 conseillers, on met 1000 conseillers dans une institution, alors qu'on donne à un contractuel 75 000, un enseignant, même l'enseignant qui a la fonction publique n'a pas plus de 100 et quelques mille francs de salaire. Merci beaucoup, Memouna Diado Ous. Abachararimi, quelle est votre opinion au sujet de la déclaration de l'intersyndicale des travailleurs du Niger la semaine dernière? Pour commencer, je suis d'accord avec Maïmouna quand elle parle de mauvaise volonté. Je vous assure, je connais des cas concrets. Parce que quand on dit de recruter les contractuels de l'éducation, les contractuels de la santé, ça m'étonne un peu. Je connais des cas concrets, des personnes qui ont été intégrées depuis 2016 et qui n'ont pas encore à ce jour leur premier salaire. Même pas les rappels. Même pas. Je parle de cas concrets que je connais et que j'ai suivis moi-même. Alors, le recrutement, moi je pense que l'augmentation du salaire, du salaire du fonctionnaire après un certain temps, je crois que vu l'inflation qu'on vit, qui n'est plus un secret pour personne, le coût de la vie qui devient de plus en plus. Donc, c'est tout à fait logique, normalement. Parce que c'est le même travail que tu demandes, mais avec le salaire que tu donnes, celui qui a la possibilité d'acheter 2 sacs de riz le mois, aujourd'hui il est réduit à 1 sac, celui qui peut louer une maison de 50 000, il ne le peut plus parce que sa maison est passée à 70 000, ainsi de suite. Et donc, naturellement que ça devait venir dans les machins. Le budget de l'État, lui, il évolue. N'est-ce pas? Au début du régime en place, le budget de l'État était à 1 700 milliards. Nous sommes aujourd'hui à 3 000 milliards, 3 200 milliards. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a voulu, à mon avis, expressément presser les Nigériens pour avoir l'argent. Non, c'est parce qu'on a plus d'argent pour faire plus de choses, pour faire plus, parce que nous sommes plus nombreux, et ainsi de suite. Et c'est la même chose pour les salaires. Normalement, logiquement, au bout d'un moment, on doit s'arrêter pour dire que le salaire qu'on donne à celui-là n'est pas suffisant. Pour finir, je vous dis que la corruptibilité de l'agent nigérien, le gain, la recherche du gain facile du fonctionnaire nigérien, je vous assure, n'est-ce pas, est due aussi à la modicité de ce qu'on lui donne. N'est-ce pas? Vous voulez dire que les salaires sont dérisoires? Sont dérisoires à telle enseigne que presque chaque fonctionnaire ordinaire sait que ce qu'on va lui donner à la fin du mois ne peut pas l'amener à la fin de l'autre mois, tout simplement. Ils disent, ceux que je rencontre, disent tranquillement que les 10, à partir du 10, ils vivent à crédit. Merci beaucoup, Abachari Arimi. Ousseini Sajibo, rapidement. Toi, tu es parti loin, 5 jours. Le jour où 5, parce que déjà... Alors, mais moi je vais dire une chose. Tu dis, est-ce que l'État peut? Oui. L'État peut. Tu as bien parlé vous avez les preuves, vous connaissez les rouages de l'État à ce point? Non, l'État peut. L'État peut. Le travailleur, on attend de lui un travail pendant un mois. Quand l'État peut se permettre de recruter, des institutions peuvent se permettre de recruter des centaines et des centaines, à qui on paye 380 000, 500 000 par mois sans rien faire. Quand on peut se lever pour dire les anciens premiers ministres, on peut leur donner accompagnement. Parce que récemment, les députés, eux aussi, ont demandé de l'avantage. Mais attends, est-ce qu'ils travaillent plus que les contractuels qu'on est en train de vilipender? Est-ce que ce n'est pas des citoyens nigériens? Non, il ne faut pas dédouaner l'État. C'est un manque de volonté manifeste et délibéré. C'est à la limite considérer que il représente rien. Qu'est-ce que vous attendez de toutes les autres centrales syndicales du Niger, pas à l'ITN? Non, moi ce que j'attends, j'attends ce qu'on a eu à connaître par le passé. Quand on piétine les machins, les droits des travailleurs, ils sont là sur le terrain. C'est ça que j'attends. On a connu ça par le passé. Aujourd'hui, pourquoi les gens vont se taire? Alors que les brimades sont beaucoup plus nombreuses aujourd'hui qu'avant. Alors, ils doivent se dire, non,
ce n'est pas en se couchant que les choses vont changer. Il faut montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Ou à tout de bras, on peut nommer des milliers de conseillers. À tout de bras, on peut modifier des textes pour dire, nous, ce que nous gagnons, vous faites quoi? Parce que le travailleur, on lui dit, chaque matin, tu dois aller. Tu es obligé, on ne te dit même pas. Chaque matin, tu vas aller dans une classe pour enseigner. Et non content de ça, pendant que tu manges mal, quelqu'un peut sortir pour t'insulter, pour dire que tu es incompétent. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Maïmouna Diado, journaliste indépendante, Abba Chari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Ousseini Issa Jibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h samedi, suivez le forum en Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci à la technique côté son assuré par Amina Hassan, à la réalisation Seini Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.